Malheureusement, nos leaders, nos aînés, ne savent pas lire ces signes-là. Et là où on devait les vénérer, là où on devait les célébrer, ils obligent les populations à les traîner dans la boue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un programme spécial, tel que vous l'avez vu, que nous vous proposons avec un homme que l'histoire reconnaîtra sans doute un jour, un homme que l'histoire récente a vu être, je dirais, extradé du côté de La Haye. Et nous sommes aujourd'hui à La Haye afin de le rencontrer. Il se dit la ficelle qui a servi pour attacher le fagot Laurent Gbagbo. C'est notre invité, bien sûr, monsieur Charles Blé Goudé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Alors, j'aimerais avec vous aborder un aspect très important. Vous êtes panafricain, parler des indépendances africaines. Le continent, notamment les pays francophones, a fêté les 60 ans durant ce mois d'août, depuis le mois de juin jusqu'à maintenant. Comment avez-vous vécu d'aussi loin la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Merci. Bon, ça fait plusieurs années que je vis de loin la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Symboliquement pour ces 60 ans. Et mon cœur a toujours battu au rythme de ce que mon pays vit. Symboliquement pour ces 60 ans, moi je m'attendais à un bilan. 60 ans après, d'où venons-nous? Où sommes-nous? Et surtout, où voulons-nous aller? Qu'est-ce qui a changé? Au niveau d'abord de la vie des Ivoiriens, au niveau institutionnel, mais au niveau de ce que nous avons comme richesse, matières premières, industrielles, nous sommes toujours restés au stade agricole. La Côte d'Ivoire n'a même pas encore fait un pas pour tendre vers la transformation de ce qu'elle produit comme matière première. On produit pour que les autres consomment. On ne transforme pas. Notre agriculture s'est faite toujours à coups de daba et de machette. Là où nous étions avec la Chine au même niveau de sous-développement, elle nous a laissé là. Nous sommes arrivés au sous-sol, pendant qu'elle concurrence l'économie occidentale. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles en sont les causes? Je pensais que cela allait être l'occasion pour mon pays de faire cet inventaire-là. Malheureusement, ce que le chef de l'État de mon pays nous a servi, c'est qu'il est candidat, en confondant la tribune de l'État avec la tribune de son parti politique. Ce qu'on retient donc des 60 ans dans la Côte d'Ivoire, c'est que depuis le 6 août 2020, la Côte d'Ivoire est en crise à nouveau. Les Ivoiriens sont dans la rue, d'autres, certains pour appeler à la candidature du président Ouattara, d'autres pour s'y opposer. Alors un discours qui devait apaiser, parce qu'en fait c'est ça aussi l'objectif du 6 août, apaiser. C'est souvent à cette occasion que les chefs de l'État prennent des mesures de grâce, d'amnistie, d'apaisement, je vous l'ai dit, parce que c'est la fête, pour que chaque famille puisse se sentir dans la célébration de ces années d'indépendance. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour mon pays. Ça n'a pas été le cas et pourtant vous avez vu à travers d'autres capitales africaines célébrer en fait ce 60 ans. Quel bilan déjà, on va rester au niveau CEDEAO, quel bilan faites-vous quand on voit ce coin de l'Afrique qui a souvent servi de modèle? La Côte d'Ivoire a toujours été un modèle il y a encore quelques années. Aujourd'hui on voit le Mali en train de s'embraser. Côté de la Guinée, Conakry, là aussi il y a une crise. Quel bilan faites-vous des 60 ans, notamment dans cette partie de l'Afrique que vous connaissez très bien? Écoutez, 60 ans après, malheureusement, nos dirigeants n'ont encore rien compris. Nos dirigeants ne comprennent pas qu'ils sont en mission pour un peuple. Qu'ils sont les employés et que le peuple est l'employeur. Et qu'ils doivent faire en sorte de remplir leur cahier des charges. Malheureusement, ils ne le font pas. Ils se prennent pour des petits dieux. Ils humilient même l'Afrique. Là où ils devaient cultiver l'alternance, ils se déifient. Cela occasionne des conflits. Cela retarde le développement. Cela oppose davantage plusieurs clans. Je pense que cet échec, à qui l'attribuer? Quel contenu nos dirigeants ont-ils donné à ce qu'on appelle indépendance? Parce que à chaque pas ou à chaque nouveau pas, l'ancienne tutelle est là. À chaque nouvelle initiative, l'ancienne tutelle est là. Est-elle là pour nous accompagner? Parce que nous l'avons sollicité à travers nos dirigeants? Ou bien c'est parce que nos dirigeants sont incapables?
qui la faute? Est-ce la faute de nos dirigeants ou la faute de l'ancienne tutelle? Autant de questions qui méritent des séminaires, qui méritent des forums, des réflexions. Pour faire le bilan à mi-parcours, pour savoir où notre génération, là, d'où elle prend le train pour avancer. Mais prendra-t-elle les trains un jour, cette génération, puisqu'on voit aujourd'hui ceux qui sont mis en cause, ce sont ceux qui ont accompagné les pères de l'indépendance. On parle de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, il a été avec Houphouët-Boigny. Si vous parlez du côté de la Guinée équatoriale, c'est pas la Guinée-Conakry, pardon, c'est pareil. On est là avec des hommes qui ont été durant ce 60 ans. Est-ce que vous pensez que cette génération saura prendre sa place, ou bien aujourd'hui elle doit être là pour assister, peut-être accompagner vers la fin, pacifiquement s'il faut le dire, parce que 60 ans on se rend compte après qu'on peut toujours continuer à prendre le pouvoir par les armes. Il faut bannir la prise de pouvoir par les armes. Ce n'est pas une bonne transition. Ce n'est pas, ces moyens-là doivent être bannis de nos. Sauf que les Maliens ne vous entendront pas ainsi. Je ne peux pas juger les Maliens. Ils sont dans les circonstances qu'ils vivent que je ne connais pas. Cela dit, je souhaite que les transitions se fassent de manière pacifique. Et quand ils ne veulent pas partir, on fait quoi? On leur donne des roses, on va les supplier. L'Afrique, certes, a un problème de transmission du pouvoir. Un problème de transmission des valeurs. Regardez comment Mugabe est parti, par un coup de force. Et pourtant, Mugabe était vénéré par les Zimbabwéens. Oui. Regardez comment Ben Ali est parti. Regardez comment Bouteflika est parti. Le temps nous parle. La météo politique nous parle. Je souhaite que ceux qui peuvent encore l'éviter, l'évitent. Alors, est-ce que finalement, pour vous, Charles Begaudet, les pères de l'indépendance qui étaient quasiment tous panafricanistes, à quelques exceptions près, est-ce que ces hommes ont échoué? Est-ce que ce rêve aujourd'hui, vous, en tant qu'héritier de ces panafricains, est-ce que ce rêve aujourd'hui n'est pas battu en brèche par la réelle politique? Ce monde est devenu un village. Quelle est la place du panafricanisme finalement? Mais l'Europe a réussi à fédérer. L'Europe a réussi à se mettre dans un grand ensemble qui est l'Union européenne. Ils ont réussi à avoir ici en Europe une monnaie commune. Cela n'empêche pas la France de vivre, ni l'Allemagne de vivre. Mais ils ont tiré une leçon des différents conflits qu'ils ont vécus pour tenter de créer un équilibre. Ils se sont donné un genre de paix de satisfaction en donnant dos à la paix des contraintes, à la paix des dominations. Je m'explique. La paix de domination est cette paix-là où vous réduisez l'autre au silence et vous confondez son silence à une paix. Justement, il est silencieux parce que vous avez les moyens militaires pour le soumettre et le contraindre. Mais le jour où il a le moindre moyen, plus que vous, il vous écrase. La paix de satisfaction, c'est cette paix-là qui crée l'équilibre. Un équilibre dans lequel chacun trouve sa satisfaction. C'est ce que l'Europe a fait après la Deuxième Guerre mondiale. La France aujourd'hui gère pratiquement la diplomatie de l'Union européenne. L'économie, quant à elle, est gérée par l'Allemagne. Les institutions politiques sont en Belgique. Les institutions judiciaires sont ici, en Hollande, où nous sommes. Tout ce qui est gendarme du monde, donc militaire, revient, en ce qui concerne l'Occident, sur un plan large, revient aux États-Unis. De ce point de vue-là, les tableaux sont donc équilibrés. Et donc, quelles que soient les petites batailles économiques, parce qu'aujourd'hui, ils vivent plus une guerre économique que des guerres militaires. L'Afrique a-t-elle tiré les leçons de ce que nous avons vécu? Je prends pratiquement la Côte d'Ivoire elle-même. Après ce que nous venons de vivre comme traumatisme, regardez comment les choses se passent dans mon pays. C'est à croire que les gens n'ont tiré aucune leçon. Alors pour moi, il faut que l'Afrique tire les leçons de tout cela, et je suis d'accord avec vous, pour pouvoir comparer les époques, dont les réalités ne sont pas les mêmes. Nos pères d'indépendance, en 1960, ont fait ce qu'ils pouvaient, dans les circonstances dans lesquelles ils vivaient, dans les réalités qu'eux ils vivaient. Aujourd'hui, en 2020, nous vivons dans un monde interconnecté. Comment nous faisons pour que l'Afrique ne soit pas un fardeau pesant sur le reste du monde? Comment nous faisons pour ne pas que l'Afrique tende toujours la main
Parce que la main qui donne est la main qui ordonne. Celui qui t'entretient, il te tient. L'Afrique doit donc faire ensemble en sorte d'être utile au reste du monde. Nous avons les matières premières. Comment on les valorise? C'est comme dans une élection où votre parti représente 1%. Et vous avez quelqu'un dont le parti pèse 48% et qui est allé au deuxième tour. Tu as besoin de 51% pour gagner. C'est à vous de savoir faire la promotion de votre 1%. Alors, si vous vous vendez moins cher, on vous achète à crédit. J'ai bien l'impression que l'Afrique n'a pas encore compris sa valeur. Alors, les mentalités, c'est de là que partent les changements. On ne peut pas opérer un changement avec une mentalité qui elle-même n'est pas disposée au changement. Est-ce que l'Afrique se dit, à travers ses dirigeants, qu'elle est faite pour accompagner les autres, ou elle aussi peut servir? Voilà la grande question à laquelle, pas nos pères des indépendances, ou ceux qui ont été avec ceux-là, peuvent répondre. C'est à nous, notre génération, de répondre à cette question-là sans passer. Alors, en attendant que vous répondiez, on va peut-être faire un tour du côté de l'Afrique centrale. Vous connaissez les deux Congos, c'est quasiment, je dirais, une situation assez terrible. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, notamment dans ces pays d'Afrique centrale, que ce soit les deux Congo-Brazzaville, que vous allez au Gabon, que vous allez au Cameroun, un peu par-ci par-là, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ces pays peuvent encore donner, je dirais, un élément de fierté aux jeunes Africains, à la génération qui est la nôtre aujourd'hui? Ces pays aussi riches, quand on parle des richesses, des pays aussi riches, mais sauf que vous avez dit tout à l'heure, on voit encore ces enfants partir, mourir dans la mer. Oui. J'ai un problème avec la dichotomie qu'il existe entre la richesse du sous-sol des Congos et la pauvreté sous laquelle recroupissent les populations. C'est-à-dire vous avez un continent riche, parce que le Congo-Brazza, c'est presque un continent. Pardon, le Congo-Kinshasa, c'est presque un continent. Ce pays est suffisamment riche de son sous-sol, de sa faune, de sa flore. Mais les Congolais vivent dans une pauvreté sans précédent. À côté, chez le voisin, c'est la même chose. Je veux dire, quand on parle de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, on vit presque, pour ne pas dire totalement ou pratiquement, les mêmes réalités. Sauf que on a eu un pouvoir de père en fils au Congo-Kinshasa. Au Gabon, il est bon. À Brazzaville, ça fait plutôt 40 ans que je sais. Il est bon que nos dirigeants, de ce côté-ci, tout comme du côté de l'Afrique de l'Ouest, puissent comprendre qu'il faut passer le relais. La fonction présidentielle est trop pesante pour qu'on puisse se soumettre à tout ce poids-là pendant des vingtaines d'années, pendant des dizaines d'années. Nos aînés peuvent prendre tranquillement leur retraite pour qu'ils puissent se reposer et puis permettre à des cerveaux beaucoup plus frais d'apporter du sang nouveau à la gestion de nos pays. Cela pourrait donner, en tout cas, l'occasion d'une nouvelle Afrique qui s'élève. Moi, j'ai pris pour le Congo, j'ai pris pour le Cameroun, j'ai pris pour le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, pour que les choses changent. En tout cas, changent dans le bon sens et c'est naturel. La reproduction, la retransmission des valeurs, des visions. C'est ainsi que l'Europe avance. Je l'ai dit tout à l'heure, De Gaulle n'est plus là. Mitterrand n'est plus là. Chirac n'est plus là. Hollande n'est plus là. Sarkozy n'est plus là. Voilà un jeune homme de 41 ans qui dirige la 5e puissance mondiale, qui est la France. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Il assume sa fonction d'homme d'État. L'Afrique aussi regorge d'intelligence de la même génération. En tout cas, sans pouvoir juger les autres, parce que ce sont des pays qui ont leur réalité que je ne suis pas censé forcément maîtriser. Mais comme nous parlons de l'Afrique et des changements en Afrique, moi je souhaite que les aînés passent le relais. Alors, en attendant que nous ayons ce relais, que vous ayez ce témoin, Charles Goudet, on va revenir ici en Europe, notamment pour parler de la diaspora. Durant votre séjour ici, quand vous étiez en prison, aujourd'hui en liberté, vous avez été soutenu
part des panafricanistes. Il y a eu ici à La Haye, nous avons accompagné des délégations entières par rapport à ce soutien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à ce combat, la diaspora panafricaine notamment devrait jouer un rôle, et lequel? Mais la diaspora juive joue un rôle important. La diaspora libanaise en Côte d'Ivoire joue un rôle important pour le Liban. Pourquoi la diaspora africaine, qui est en Occident, ne pourrait pas jouer un rôle pour les changements en Afrique? L'environnement dans lequel nous vivons forcément a un impact sur notre manière de voir les choses, sur notre manière de gérer les choses. Qu'avons-nous appris le temps que nous avons passé en Occident? Si nous continuons de vivre en communauté, voilà aussi. C'est-à-dire qu'on quitte le Congo, on est à Paris, mais on vit comme si on était toujours au Congo. On quitte la Côte d'Ivoire, on est à Paris, mais on fait comme si on était toujours en Côte d'Ivoire. Quand on sort de chez soi, c'est pour se frotter aux réalités des autres. Voyez-vous? Je pense que loin des dictatures, loin des pressions économiques, financières, politiques, militaires, la diaspora peut servir de laboratoire, de réflexion pour penser la société future africaine. Je pense qu'à plusieurs niveaux, la diaspora africaine a un rôle à jouer en Afrique. D'abord, il faut qu'elle prenne conscience de son rôle et qu'elle puisse se réunir, poser les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée et elle-même se mettre dans ce rôle-là. Il faut l'incarner, il faut le camper. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois. Alors, juste pour terminer, Charles Bégoudé, si vous aviez en face de vous Kwame Nkrumah ou encore Patrice Emery Lumumba, serait-il fier de cette Afrique d'aujourd'hui? Sinon, quel message voulez-vous leur donner ou leur dire? Moi, je dirais à nos leaders africains, ceux qui ont rêvé cette Afrique, ont rêvé d'une Afrique unie et d'une Afrique forte, tout est perdu. que cette Afrique-là a vu naître plusieurs enfants. Bien entendu, comme dans une salle de classe, il y en a qui ne comprennent encore rien. Il y en a qui ont besoin qu'on leur parle pendant longtemps avant de comprendre. Et il y en a qui ont compris. Ceux qui ont compris prennent l'engagement de faire en sorte que le sang versé ne l'ait pas été pour rien. De faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore compris puissent comprendre un jour, pour que l'Afrique ne puisse pas être un fardeau pour le reste du monde. Votre rêve n'est pas perdu. Nous allons faire en sorte de prolonger votre rêve pour qu'il devienne réalité un jour, sans forcément écraser les autres. En nous ouvrant au reste du monde, nous resterons africains, c'est-à-dire ce continent des valeurs dont vous avez rêvé. Charles Bégoudé, merci. Je vous remercie. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien qui portait essentiellement sur le panafricanisme, une valeur partagée et soutenue, voire défendue par mon invité Charles Bégoudé. Nous sommes donc ici à La Haye avec toute l'équipe du Ziana TV, de Riska Mouzenze, Marie-Paul Babli. J'aimerais vous dire encore merci d'avoir pris le temps de suivre un digne fils de l'Afrique, aussi loin mais toujours, le cœur, vous avez compris, il est toujours là-bas. Portez-vous bien, nos programmes continuent et à la prochaine fois. Au revoir.